Donc, on va passer à la question des implants échoués. Donc, Émilie, c'est vous qui ouvrez ça. Voilà. Donc, Émilie Gillier, qui est présidente de l'association Résiste, qui va nous présenter le cadre justement de cette pathologie et de l'émission de l'association. Bonjour. Je vais devoir prendre des notes parce que du coup, effectivement, je suis une des victimes et j'ai besoin d'avoir des notes pour pouvoir vous expliquer tout ça. Voilà. Alors, je vais vous expliquer en quelques slides pourquoi, dans l'histoire de l'association Résiste, nous avons été amenés à identifier le syndrome de fatigue chronique comme étant une résultante de l'implantation du dispositif Essure via une exposition à des métaux lourds. Donc, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un dispositif médical de classe 3, qui est donc la classe répertoriée comme celle représentant le plus de risques. Que c'est un micro-implant de 4 cm et qu'il y a donc 3 parties. Le dispositif central en acier qui permet la pose de l'implant, les fibres actives de polyéthylène de terephthalate qui suscitent une réaction tissulaire autour et à l'intérieur du micro-implant, de façon à mener à l'occlusion permanente des trous au bout de 3 mois, et le ressort extérieur composé de nithiol qui permet l'ancrage de l'implant dans les trous. La pose se fait par hystéroscopie. C'est présenté comme la contraception idéale, pas d'hormones, pas d'intervention chirurgicale, pas d'arrêt de travail, pas d'hospitalisation, donc pas de risque opératoire. Le rêve de toute femme ayant des enfants ou pas, ayant eu des soucis avec d'autres moyens de contraception ou pas, mais surtout c'était présenté comme un moyen de contraception pour toute femme active, en pleine santé, qui voulait juste avoir un moyen de contraception définitif, facile à vivre et fiable, en sachant que ce dispositif a été posé à des femmes en bonne santé pour la plupart, qui n'étaient pas destinées à nous soigner, contrairement à d'autres dispositifs médicaux. C'est juste un moyen de contraception. Entre 2002 et 2017, c'est 200 000 femmes qui a été proposée en France. Alors, est-ce que sa forme, qui ressemble à des stents, a pu induire en erreur le corps médical des patientes? Moi, j'ai aucune idée de la composition des stents, mais je sais que il y a un revêtement ultra fin dessus, dans le but de réduire le risque de sténose, ce qui est évidemment pas le cas au niveau de l'implant Essure, puisque les fibres de polyéthylène sont là justement pour obstruer les trompes en créant une fibrose. Mais donc, de ce fait, la composition est en contact direct avec la chair des trous. On parle de polyéthylène et là, j'ai un document de Méris qui parle justement des fibres de polyéthylène qui, donc, je dis, est souvent catalysé à partir d'antimoine ou de titane. Il contient donc généralement l'une ou l'autre substance. Or, l'antimoine est connu pour avoir un fort potentiel d'ostrogénicité qui participe donc à modifier le système hormonal en agissant sur la thyroïde. Donc voilà, en plus on a un perturbateur endocrinien en prime des métaux qui le constituent. Donc concernant la composition de l'implant, vous pouvez voir que celle présentée par l'INSM en 2017 n'est pas exhaustive par rapport à celle présentée en 2018 suite à une analyse de l'implant. Au nickel, titane, chrome, fer, étain, argent, platine, iridium et fibres de polyéthylène, vous pouvez rajouter donc du molybdène, du manganèse, du tungstène, du cobalt, du cuivre, du vanadium, de l'arsenic, du mercure, de l'antimoine, pas de surprise.
du magnésium, du plomb, du bismuth, du palladium, du rhodium, de l'or, du thallium et du zinc. Voilà pour la composition. Alors, je fais un petit rappel sur l'historique de l'implant Essure. Donc, en 2001, il est d'abord commercialisé par Conceptus, après l'agrément donné par la FDA, puis l'organisme notifié néerlandais. Les pauses commencent en 2002 en France. On sait qu'en 2007, la Haute Autorité avait compris qu'il était possible de recommander cette méthode en première intention. En 2012, l'ANISM reçoit des premiers signalements. Et à ce moment-là, il est question de problèmes de pause, de nouvelles certifications à passer par les chirurgiens poseurs. Il y a aussi dans un rapport de la Haute Autorité de Santé une notion d'hypersensibilité possible au nickel. En 2013, donc, le procédé est racheté par Bayer. Il y a aussi une annonce en 2013, c'est que là, pour le coup, il y a eu carrément une recommandation de la Haute Autorité de Santé de façon à ce que cette méthode soit proposée en première intention. Après, on arrive en 2015 où il y a un peu plus de signalements, mais là encore, voilà, il y a toujours cette histoire d'hypersensibilité qui est notée et des problèmes éventuels de pause. Sauf que là, en 2015, il n'y a pas que seulement en France que ça commence à bouger. Il y a aussi aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a une étude qui est réalisée et c'est 75% des femmes qui déclarent que leurs symptômes affectent négativement leur qualité de vie. Suite à ça, on arrive en 2016, donc notre lanceuse d'alerte Marie Klein qui déclenche une réaction en chaîne qui permet à des femmes de faire un signalement d'effet indésirable grâce à la correction d'informations concernant Essure. Il y a une pétition en ligne, il y avait plus de 75 000 signatures, il y a eu la création de l'association. Tout ça a contribué en 2017 à ce qu'il y ait une vaste étude de l'ANSM, mais qui, en évaluant les risques associés au dispositif Essure, en comparaison à la stérilisation celluloscopique, parle de nouveau de l'intolérance possible en cas d'allergie. Et puis, pour finir, en 2017, donc le 3 août, il y a la suspension de la commercialisation c'est la suspension temporaire du marquage CE par l'organisme notifié irlandais dans le cadre de la procédure de renouvellement. Et le 4 août, l'ANSM demande le rappel des stocks et la suspension des pauses. Et derrière, on arrive au 18 septembre, où là, on a la fin de commercialisation annoncée par rapport à des dates des ventes. Donc, une de nos problématiques dans cette histoire, c'est le manque de publications scientifiques. C'est en tout cas ce que nous disent les avocats, je te rassure. On voit que, bien sûr, avant 2016, ça va plutôt être des études qui ont été répertoriées comme étant favorables à la pause, bien que en 2015, il y a une étude qui s'appelle Innocuité et efficacité de la stérilisation stéroscopique par rapport à la stérilisation laparoscopique, une étude de cohorte observationnelle, où il y a Gialimao et Art Sedrakian, qui concluaient que les femmes implantées par le dispositif Essure avaient un risque 10 fois plus élevé de subir une réintervention par rapport au groupe de patientes subissant une stérilisation laparoscopique. À part celle-là, majoritairement, c'était tous en faveur de la pause. Et à partir de 2016, la tendance a commencé à changer. La majorité des publications vont soit quantifier des symptômes, soit parler de différents modes opératoires de retrait, d'autant que le produit n'est plus commercialisé. Alors, pour vous dire, pour 2020, vous voyez une large montée
C'est l'année où il y a eu une première publication concernant 2 points très importants. La découverte de cas prouvant une dégradation au niveau de la soudure et démontrant des traces de métaux sur des tissus autres que les troncs, métaux bien sûr qui composent les vins. Alors sur les 3 slides, 1, 2, 3, 4 slides suivants, on va voir qu'il y a des interactions entre les différentes publications scientifiques sur le sujet. Donc là, c'est juste pour constater une interaction entre co-auteurs. Là, on constate une interaction entre les premiers auteurs les plus publiants sur le sujet. Là, c'est les interactions entre les organisations. Vous voyez, c'est très situé au niveau de Lyon, tout ça. Et puis pour la dernière, du coup, on constate que les interactions sont toujours autour de la sphère gynécologique. Donc, ce que nous espérons, bien sûr, c'est que il y ait l'occasion d'avoir des publications dans d'autres sphères, entre autres sur le syndrome de fatigue chronique. Alors, en fait, ce qu'on a remarqué en décortiquant un petit peu tout ça, puis au fur et à mesure de nos échanges avec les adhérentes, c'est que le syndrome de fatigue chronique, il n'est pas nommé, il est pourtant présent. On voit qu'il y a des choses qui se rapportent à ce syndrome, mais il n'est pas identifié, tout simplement. Alors, là, on voit que donc, il y a 63% d'asthénie. Mais au-dessus, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des douleurs. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a encore? Des douleurs. Donc, c'est vrai que c'était étrange de voir que on prend un terme dont les synonymes mènent quand même à déficience, dépression, affaiblissement, faiblesse, exténuation, déprime, hypocondrie. D'ailleurs, l'hypocondrie parlera à un certain nombre de nos adhérentes, puisque par rapport au fait que on a tellement souvent entendu que c'est dans votre tête, madame. Et d'ailleurs, c'est dans votre tête, madame, oui, effectivement, en termes d'impact cognitif aussi. Là, sur donc c'est l'extrait de l'étude d'évaluation des symptômes attribués aux implants Essure après retrait, mais la figure qui est montrée là, c'est celle des symptômes rapportés à la consultation préopératoire. Donc, on voit que le terme asthénie est à 66,70%, mais on voit que les douleurs sont à 70%, les douleurs pelviennes. Et c'est vrai qu'à cette période-là, parce que là, ça a été diffusé en 2020, mais par contre, les patients qui ont participé ont subi une chirurgie d'ablation entre janvier 2017 et avril 2019. Donc, ce qui fait qu'à cette période-là, il y avait souvent, en l'absence de signes dans la sphère gynécologique, les femmes n'allaient pas chez le gynécologue, donc ne se faisaient pas opérer. Et je me rappelle d'ailleurs qu'en 2017, il fallait aller faire un test allergène pour prouver qu'on était allergique au nickel. Sinon, éventuellement, on pouvait avoir un refus d'avoir accès à cette opération. Donc, je me dis finalement, quand on voit les douleurs pelviennes, voilà, elles ont eu des douleurs pelviennes, elles sont allées chez le gynécologue. Principalement, ça se passait comme ça sur au moins 2017 et 2018. Après, les choses ont commencé à changer. Là, on voit qu'il est dit qu'il s'agit d'un des symptômes, c'est une fatigue anormale, mais vous voyez, avant, vous avez les dérèglements de l'humeur, demain, des tableaux dépressifs et des troubles neuromoteurs après. Donc, voilà, ça me ramène toujours au syndrome de fatigue chronique.
Là, c'est l'étude de 2017 qui donc bénéfice risque de stérilisation définitive et sûre. Alors déjà, on voit juste fatigue, parfois très intense. On a quand même douleur musculaire, articulaire, perte de mémoire, dépression. Et moi, en plus, j'y ai participé à cette étude. Donc, j'ai pu la ressortir et j'ai pu voir que en fait, on avait juste coché des cases. Donc, à une période où j'étais très impactée, j'ai juste coché une case, fatigue. J'ai pas donné de précision. J'ai donné quelques informations en commentaire, mais j'aurais été incapable à ce moment-là d'identifier ce qui m'arrivait. Et pour celles qui ont participé à ce moment-là, sincèrement, je pense que je suis pas un cas particulier. Je pense plutôt que je fais partie de la généralité. Alors, là, on voit que sur le document que les adhérentes, enfin les victimes peuvent trouver sur le site du ministère. Là, on a fatigue, anxiété, dépression. Et effectivement, tout ce qui est douleur articulaire, musculaire est mis après, mais en fait, il n'y a pas eu de décision de l'être dans un ordre précis par rapport à un pourcentage. Donc, on voit bien qu'on retrouve quand même, malgré tout, les problématiques qui entourent le syndrome de fatigue chronique. Alors, il nous est pas possible de faire un état des lieux digne de ce nom, dans la mesure où on n'a pas la possibilité de questionner, d'auditionner les qui ont été implantés. On cherche à trouver le fil rouge, c'est un mot que j'ai déjà entendu aujourd'hui, le fil conducteur, le schéma manquant, à une explication entre la composition et ce que vivent les femmes, le lien de causalité. Donc, en respect des règles RGPD, l'étude proposée par Florence Carré a permis aux répondants de participer à un questionnaire de façon anonyme. J'ai donc lui laissé la parole et par la suite au docteur Chen, au docteur Parent, qui vous donneront des informations plus scientifiques que les miennes. Je vous remercie. J'en profite pour remercier le professeur Routier, Didier, et puis mon équipe, parce que voilà. On est arrivé jusque-là ensemble. Merci beaucoup. Je pense qu'on va faire, on posera des questions. Après, on peut faire les deux interventions dans la clé, peut-être. Je pense que ça sera pas mal. Elle est par, elle est en visio. Elle est là. Elle, pardon. Oui. Ouais, j'aurais juste une question qui, je pense, est un peu en dehors du questionnaire, qui est un peu plus politique. Ça concerne ces 200 000 personnes, ces 200 000 femmes qui ont eu un éclat sûr. Bon, c'est pas une question par hasard que je te pose. Est-ce que la MSN est la plus prévenue pour dire qu'éventuellement ce risque, est-ce qu'ils sont passés enfin à une pharmacovigilance active? Non, toujours pas. Ça fait partie de notre monde, toujours. Je poserai une question en amont de ce que vous dites. Est-ce qu'on est en mesure d'identifier les femmes qui ont reçu des implants échouants? Alors, officiellement, il est question que ce ne soit pas possible parce que malgré le code d'implantation qui a permis de chiffrer ces 200 000 femmes, les données seraient écravées et anonymisées dans les 2 dernières années, en fait. Donc, il ne reste que les 2 dernières années. Il y a plus de pause depuis 2017. Donc, et juridiquement, ce serait malvenu d'envoyer un courrier parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas concerné qui ouvre le courrier, en gros, le secret médical, donc on ne peut pas prendre le risque. C'est pas bien. Mais bon, nous, on a bien évidemment le même problème. Enfin, beaucoup de personnes ont des symptômes après vaccination, mais sans savoir que ça peut être une vaccination aluminique. Et c'est un sujet qui est porté aussi par France Asso Santé qui se bat avec la NSM pour mettre en place
des prises de contact immédiates avec les gens qui sont concernés, avec des files actives de patients, et on sait que c'est possible, en fait. Alors, on a beau dire que les données ont été écrasées, je pense qu'elles ne le sont pas comme ça. Je crois qu'il y a quand même, là, il y a je crois qu'il y a justement un écrasement des dossiers sécu qui est quand même un gros problème. C'est-à-dire que je pense que si c'est, enfin, je ne suis pas certain de ce que je dis, il faudrait être certain de ça. Alors, Mais si on ne peut pas rétrospectivement avoir accès aux dossiers de sécurité sociale, c'est pas une perte d'informations, de données, de négociations importantes. Je pense qu'il faudra interroger. moi, on m'avait dit autre chose. On m'avait Ouais. dit que, en fait, il fallait passer par une décision qui Oui. passerait par le journal officiel, Non, tout comme c'est ça. pas exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut faire des études d'interrogation du fichier de la sécurité, enfin de l'assurance maladie, sur la base d'études qui soient préalablement validées. Enfin, il y a toute une démarche là-dessus. Alors, sur le principe, il y a une étude qui devait commencer en septembre, et financée par la DGS, et on attend toujours. Alors, Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la durée de conservation des données. Parce que ça, c'est un problème auquel on est très, très confronté constamment. Et en ce moment particulièrement, parce qu'il y a des problèmes de stockage des informations, quelles qu'elles soient informatiques ou des données biologiques, etc., enfin, plein de choses. Il y a une destruction des données médicales dans les centres hospitaliers, enfin partout. Je pense qu'il faudrait voir vraiment cette question, elle est importante. Parce qu'en plus, Shure s'est arrêté. Donc, il y a une date de fin de pause. Donc, si on veut comprendre ce qui se passe, il faut remonter sur les patients qui ont été concernés. Et si on détruit progressivement les données, alors sur les 200 000, il y en a 4 000 chez nous. On pourra donner que ça. Alors déjà, je voulais vous remercier de nous avoir invités parce que je pense que c'est une très bonne opportunité voilà, de nous exprimer et puis de partager en fait des informations. Donc, je vais vous présenter l'étude qu'on a initiée il y a 2 ans, en fait, à partir d'un questionnaire sur la symptomatologie et la qualité de vie pendant et après Essure. Donc, on avait 4 objectifs. Le premier, c'était comparer la qualité de vie pendant, après Essure avec celle d'une population témoin. Le deuxième, recenser les symptômes les plus significatifs pendant Essure. Le troisième, analyser l'évolution des symptômes après explantation. Et le dernier, établir les techniques d'explantation les plus courantes et les moins impactantes sanitairement. Je ne vous présenterai pas ce point-là. Alors, la méthodologie que nous avons en fait investie, c'est avant tout de recenser les symptômes les plus courants à partir d'enquêtes de terrain, puisqu'on est une association, on a cette chance de bénéficier en fait d'échanges avec les adhérentes. On a également fait pas mal de bibliographie scientifique, ce qui nous a amené à regrouper certains symptômes en grandes catégories, en fait, du type troubles urogynécologiques, troubles cognitifs, troubles neurologiques, etc. Ensuite, on a formulé des hypothèses à partir d'enquêtes de terrain et d'articles scientifiques, ce que vous faites aussi, en fait, sur tout ce qui est microbiote intestinal également. On a fait des recherches de questionnaires validés pour pouvoir, comme on n'avait pas accès en fait à des analyses de sang ou de sel, pouvoir au moins en fait se baser sur quelque chose d'assez quantitatif. Ensuite, on a élaboré le questionnaire, on l'a fait valider par un médecin et on a lancé le questionnaire via les réseaux sociaux. Il y a aussi pas mal la presse, et puis on a fait l'analyse du questionnaire que je vais vous présenter. Donc, c'est des résultats en fait préliminaires. La structuration du questionnaire, c'est la suivante. Tout d'abord, on pose la question, y a-t-il une implantation Essure ou pas? Si ce n'est pas le cas, on recense les symptômes passés et actuels, ainsi que la qualité de vie, avec évidemment toutes les données sociodémographiques, sachant que toutes les réponses sont anonymes. S'il y a une implantation Essure, on demande en fait quel est le positionnement des implants, est-ce qu'il y a eu des casses éventuellement.
Et est-ce qu'il y a eu une explantation? Si ce n'est pas le cas, en termes d'explantation, on a la même chose que pour les non implantés. S'il y a une explantation, on regarde les techniques d'explantation et des problèmes associés. Et on fait le recensement des symptômes passés, donc avant échure, pendant échure, actuelle, à post 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 et 36 mois après explantation. Donc là, vous avez des exemples, désolé, ça se voit pas trop, mais donc on a regardé par exemple tous les symptômes hématologiques, troubles de la circulation sanguine, avec est-ce qu'il y a eu présence de thrombose, AVC, hypercoagulation sanguine, éosinophilie, anémie. On a regardé en fait tout ce qui est urogynécologique, avec des cystites interstitielles, des douleurs pelviennes, des règles hémorragiques, des mastodinies ou pas, enfin, voilà, tout un tas de choses. Et puis, au total, on a quand même 75 symptômes recensés. Alors, au niveau des réponses, on a obtenu 1820 réponses. 43% concernent les explantés, 41% les implantés et 16% les non implantés. Donc, c'est très, très difficile pour nous d'avoir en fait des réponses de non implantés. La localisation géographique des répondantes, elle est majoritairement en Auvergne-Rhône-Alpes. On a vu, il y a en fait pas mal d'études scientifiques de la part de gynécologues en fait dans cette région. Et puis c'est une région qui est aussi active. Merci Clara, merci tout le réseau en fait de cette région-là. Donc suivi de réponses en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, sachant que c'est dans les Pays de la Loire qu'il y a eu le plus d'implantés. Ici, vous avez la distribution des 3 populations en termes d'âge. Donc, on voit en fait que pour explanter et implanter, la majorité des répondantes sont entre 45 et 54 ans, ce qui n'est pas le cas en fait pour les non implantés où on a en fait une distribution qui n'apparaît pas normale. Mais dans tous les cas, la distribution n'est pas normale. Donc, si on veut comparer les âges, on utilise le test de Mann-Whitney. Vous avez ici à droite, en fait, la comparaison de l'âge entre populations, et donc on a une différence significative entre non implantés et explantés implantés. Explantés implantés, on n'a pas de différence significative, donc on sait qu'on peut quand même les comparer, puisque on sait que l'âge est important en fait pour voir les différents symptômes, parce que en termes de ménopause, on voit en fait qu'il peut y avoir des impacts au niveau neurocognitif. Alors, pour la comparaison de la qualité de vie et de la santé, on s'est référé en fait au test, au questionnaire de l'OMS, bref, sur Quality of Life. Alors, pour la qualité de vie et la santé, on a en fait une différence significative sur les 3 populations, avec bien évidemment une meilleure qualité de vie et une meilleure santé pour les non implantés, suivi des explantés et des implantés. Donc, toujours sur la qualité de vie, on peut mesurer différents domaines de qualité de vie, comme le domaine physique. Est-ce qu'il y a des douleurs, par exemple, ou des invalidités physiques? Là, on voit en fait qu'on a des différences significatives entre non implantés et explantés-implantés. Explantés-implantés, pas de différence significative, avec une qualité de vie physique qui est meilleure pour les non implantés. Pour la qualité de vie psychique, on voit en fait que les 3 populations sont différentes, toujours en faveur des non implantés. Pour la qualité de vie sociale, c'est-à-dire en fait, est-ce que les femmes peuvent bénéficier d'un soutien amical ou familial, on voit en fait que les non implantés ont une dégradation en fait de leur qualité de vie sociale de façon significative comparativement aux explantés et aux non implantés. Et effectivement, on observe en fait chez les implantés une espèce d'isolement social lié aux douleurs aussi. Pour la qualité de vie environnementale, donc tout ce qui est en fait facteur de vie, type de maison, etc., on n'a pas de différence significative. On a comparé le niveau de candidose à partir du questionnaire Fungus Disease Related Questionnaire en 7 questions de Santelman, qui a eu qui a cette particularité déjà d'avoir très peu de questions, alors que des questionnaires sur la candidose, il y en a beaucoup.
qui existe avec beaucoup de réponses et forcément, on arrive à un taux de positivité important au final. Mais donc, ce questionnaire avait été en fait établi sur la base de toute une liste de symptômes. On donne en fait de la nystatine, qui est un antifongique, pendant 1 mois aux personnes qui ont répondu avant au premier questionnaire. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a des symptômes qui donc s'effacent, qui sont absents, et c'est les symptômes qu'on du coup relie comme étant liés à la candidose. Donc parmi ceux-là, vous avez évidemment tout ce qui est prise d'antibiotiques à large spectre sur une longue période de vie ou sur différentes périodes de façon assez récurrente. On a également tout ce qui est symptômes les jours humides ou dans des endroits à fort taux d'humidité. On a aussi le symptôme « avez-vous envie de sucre ?» donc le sugar craving, qui est en fait une forme d'addiction au sucre. On est obligé de prendre du sucre pour tenir, parce que sinon on s'écroule. Parce qu'on a aussi parfois, en fait, dans le syndrome de fatigue chronique, je crois, l'impression d'être épuisé. Donc là, je fais aussi référence au syndrome de fatigue chronique. Et est-ce qu'il y a des brûlures, des démangeaisons, des écoulements alors vaginaux ou des larmes aux yeux, des brûlures au niveau nasal. Et donc, on s'aperçoit en fait qu'on a là encore une différence significative entre non implanté et explanté-implanté. Explanté-implanté, pas de différence significative. Les non implantés ont un score inférieur. Quand on atteint un score de 9, on parle de candidose possible. Alors ensuite, on a listé les 40 premiers symptômes les plus fréquents pendant l'implantation chez les 3 populations. Là, en fait, ce qui est représenté, ce sont les 40 premiers symptômes des explantés. Et on voit, en fait, alors déjà qu'on a un taux, donc c'est en bleu marine, des explantés, on a un taux qui est significativement différent par rapport aux implantés et significativement différent également par rapport aux non implantés. Et donc largement supérieur à chaque fois. Donc on va essayer de creuser en fait pourquoi cette différence entre explanté et implanté. Et donc pas de différence en revanche pour tout ce qui est douleur pelvienne, prise de poids, ballonnement, douleur au rapport sexuel, acouphènes, diarrhée, sudation excessive, burn-out et mastodynie. Donc la majorité des symptômes pour les explantés, en fait, elles portent sur le neurocognitif. On a également des troubles thymiques et puis, bien sûr, tout ce qui est musculo-squelettique avec des douleurs au niveau des articulations, etc. Donc là, j'ai inversé. En fait, on a pris le rang des 40 premiers symptômes pendant l'implantation chez les implantés. Vous voyez en fait une gradation donc en rose pour les implantés. Et en bleu, en fait, pour les non implantés. Ce que vous voyez, c'est donc plus le rang est faible, plus le symptôme est fréquent. Donc, on a à peu près, en fait, le même rang, sauf pour alors, deux symptômes chez les explantés qui n'existent pas parmi les 40 premiers symptômes, et ça ne veut pas dire qu'ils sont absents. C'est l'incontinence urinaire et le déchaussement dentaire qui apparaît plus présent, en fait, chez les implantés. Et donc, globalement, voilà, on a un rang qui est différent et on a vu qu'on avait un pourcentage, en fait, de fréquences différents aussi entre explantés et implantés. Donc, pourquoi? On se pose la question. Est-ce que c'est une question, en fait, de durée d'implantation ou d'années d'implantation? Parce qu'on sait qu'en fonction des années d'implantation, on a des lots qui sont différents. Donc, quand on compare l'année de l'implantation en moyenne, il s'agit de 2012, à la fois chez les explantés et les implantés. Et les implantés ont toujours 6 mois d'écart par rapport aux explantés. Donc, on est à 12 ans et 6 mois pour les implantés. Il n'y a pas de différence significative. Pareil, sur la durée d'implantation, chez les explantés et implantés, on est à 9 ans en moyenne chez les explantés et 8 ans et demi chez les implantés, mais pas de différence significative. Donc, quand on creuse un peu plus, on regarde en fait la distribution temporelle en fait de l'implantation. On voit qu'on a 2 périodes significativement différentes en termes de fréquence d'implantation chez les implantés et les explantés, c'est 2006 et 2009. En 2006, on avait en fait le lot ESS 205 et en 2009, on est sur le début du lot ESS 305. Donc voilà, c'est peut-être un facteur qui explique cette différence.
Un autre facteur pourrait être aussi les biais de confirmation, parce qu'en fait, comme on est sur du passé pour les explantés, en termes de symptomatologie, on peut avoir tendance, d'un point de vue psychologique, peut-être à augmenter les symptômes qui nous apparaissent peut-être les plus gênants aujourd'hui, et du coup à dire qu'ils étaient aussi présents pendant l'implantation. Et à l'inverse, on peut aussi minimiser les symptômes chez les implantés par rapport au cognitif qui nous sert en fait beaucoup au jour le jour. Donc ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, en fait, pourrait être par rapport en fait au fait que effectivement, chez les explantés, il y a plus de symptômes cognitifs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu une explantation. Pourquoi pas? Voilà. Donc la question se pose. Alors ensuite, on a essayé de regrouper les différents symptômes. Donc je vous ai dit, on avait 75 symptômes et qu'on avait recensés en fait sur la période avant échure et non présent pendant échure, avant échure et présent pendant échure, et pendant échure sans avoir de symptômes en fait avant. Donc ce qui nous fait quand même 3 périodes fois 75 symptômes. Donc, pour pouvoir les regrouper, on a mené en fait une analyse des correspondances multiples et on a fait ensuite un regroupement par une classification Cummings en 15 classes sur les facteurs de correspondance. Et on arrive donc à 2 classes qui se distinguent parce que ces classes contiennent en fait les symptômes pendant l'échure. Donc, ce sont les symptômes I3. Et on voit par exemple que pour la classe 1, on a des capsulites, des douleurs pelviennes, des règles hémorragiques, adénomiose, prise de poids, perte de libido, troubles de la mémoire, qui sont associés en fait à des périodes de varicelle avant échure, de candidose, d'herpès, de dysménorrhée, d'incontinence urinaire, qu'on n'a pas forcément pendant échure. Voilà, donc ça c'est juste une association, il faut être très prudent, on n'a pas de relation de causalité. Et puis, on a l'autre classe qui porte en fait tout le reste, c'est la classe 4, qui porte tout le reste des symptômes présents pendant échure, mais qu'on trouve à l'inverse, donc c'est tout ce qui est rose, et qu'on trouve à l'inverse associé à des symptômes qui étaient présents avant échure, comme l'eczéma, la périarthrite, une hernie, l'asthme, dyspnée, bronchite chronique, bruxisme, problème de reconnaissance ou agnosie, kystes vaginaux, endométriose, adénomiose, diverticulite sigmoïdienne et alopécie. Encore une fois, soyons prudents, ce ne sont que des associations. Donc après, on regarde un peu plus ce qui se passe en fait chez les explantés à plus de 3 ans d'explantation. Donc ici, vous avez en fait les différentes périodes. Alors en rouge, en bas, c'est les symptômes en termes de pourcentage en fait présents avant échure. En haut, c'est le pendant échure. Et au milieu, c'est post-explantation, avec un niveau de gris qui augmente plus on est loin en fait de l'explantation. Donc on voit là encore que les premiers symptômes les plus présents chez les explantés de plus de 3 ans, il y en a 357 femmes, ce sont avant tout des symptômes neurocognitifs. On maintient ces aspects-là. Avec troubles de la mémoire, troubles de la concentration, fatigue intense, troubles de l'attention, faiblesse musculaire pour le neuro. Et on observe en fait que pour ces symptômes-là, en fait, l'explantation permet de supprimer différents symptômes qui sont bien sûr les règles hémorragiques, puisqu'il n'y en a plus, les douleurs au rapport sexuel et perte vaginale et les mastodynies. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est donc on voit que globalement on abaisse quand même le niveau de symptomatologie, certes, mais que pour ces 40 premiers symptômes, en fait, on a une baisse jusqu'à 24 mois du pourcentage de symptômes, et puis on réaugmente à 36 mois. Donc, on est plutôt là encore sur du cognitif. Est-ce qu'on va vers un syndrome de fatigue chronique à terme? On ne sait pas. Alors là, en fait, on regarde le niveau moyen de symptômes, donc en comparant le nombre de symptômes par femme. On n'est plus du tout sur les 40 premiers symptômes apparaissant. Et au niveau temporel, donc pendant l'échure, après 3 mois, où on a en fait une baisse de symptômes, une baisse encore une fois après 6 mois, une réaugmentation après 12 mois, une diminution de nouveau après 24 mois et une stabilisation après 36 mois.
Par contre, l'écart type est quand même très important. Donc, c'est vraiment très, très variable d'une femme à une autre. Ensuite, on a regardé les 40 premiers nouveaux symptômes qui apparaissent post-explantation, c'est-à-dire qu'ils n'étaient jamais présents, ni avant ni pendant échure, mais qu'ils apparaissent en fait, voilà, juste post-explantation. Donc, on a tout ce qui est prise de poids, perte de poids, faiblesse musculaire, ballonnement, arthrose, douleur lombaire, diarrhée, flatulence, anxiété, burn-out, etc. Et donc, voilà, savoir si on est vers des symptômes, en fait, peut-être oui, enfin, liés à l'explantation, certes, à une fatigue chronique, mais également à la ménopause. Donc, en conclusion, on a comme résultat préliminaire qu'on a en fait des troubles neurocognitifs qui font partie des symptômes les plus fréquents pendant l'échure, mais ce ne sont pas les seuls, puisqu'on a vu en fait qu'il y avait peut-être des candidoses, tout ce qui est un peu symptômes urogynécologiques, il ne faut pas omettre bien sûr, tout ce qui est musculo-squelettique, etc. On a par contre, pour pouvoir comparer les répondantes non implantées avec les explantées implantées, on a besoin de plus de robustesse en fait, et donc d'augmenter le nombre de réponses. On a également besoin d'approfondir le lien entre implant échure et troubles neurocognitifs et de bénéficier d'un suivi long terme des femmes implantées. Donc, moi aussi, j'adresse tous mes remerciements à toute l'équipe Résiste, encore une fois, à votre accueil, et puis merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui était fort intéressante. Alors, moi, je suis évidemment très intéressé par les produits que vous donnez. Je pense que les symptômes les plus fréquents, c'est les plus significatifs, les plus caractéristiques. Plus vous allez vous éloigner, plus vous allez avoir une myriade de symptômes qui seront moins significatifs, en fait. La structure des symptômes, bon, les troubles cognitifs, ils ont l'air assez prégnants. Après, ça s'évalue. Je pense que je suis pas sûr que la recherche a posteriori des symptômes avant explantation, ça soit fiable, en fait. Vous aviez d'ailleurs discuté cette question. Je pense qu'il vaut mieux prendre poser les questions aux symptômes à un moment donné, et puis payer en fonction de on est explanté, on est explanté. Parce que sinon, comme vous dites, on revisite les choses, ou on y repense et c'est pas forcément fiable, en fait. Ça, c'est la problématique des questionnaires, de rétrospectif. Évidemment, moi, je vais être plutôt comme ça. Il faut voir les grilles de symptômes. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a une matière à travailler. On avait l'analyse en composants de type. Vous n'avez pas sorti des clusters, essayé de sortir des clusters. Je pense que. J'arrive pas à les avoir. Ouais, enfin bon, il faut regarder les données. Quand on avait repris les données sur les implants mammaires, ça avait donné des résultats qui étaient intéressants, que on avait retrouvé des clusters comme ça, avec des populations plus petites. Parce que vous plaignez d'avoir que 16% de patientes non implantées qui est répondu. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Ça fait 200 personnes. 200 personnes. Oui, 300 même. 300. Oui. En recherche clinique, sur des questionnaires, récupérer des informations sur des personnes qui sont a priori pas concernées, si elles ne sont pas implantées, c'est quand même. Non, là, je trouve que c'est pas mal ça. Oui, mais vous avez vu la distribution en fait. Elle n'a rien à voir avec. Alors, ça, c'est plutôt le problème. C'est-à-dire que ça, je dirais que c'est plutôt le problème. Et ça, du coup, c'est peut-être là qu'est votre difficulté. C'est effectivement, ou alors il faudrait chercher des témoins à parler, des choses comme ça. Et les implanter asymptomatiques, vous n'avez pas. Non, ça c'est l'autre bien. Ouais, ça c'est le grand problème. Ça, l'avantage. C'est pas un avantage, on peut pas dire ça. Mais dans le cas de l'IP, il y avait en fait un caractère frauduleux de la prothèse qui avait fait que les femmes avaient fait une action à ce titre. C'est-à-dire, estimant que leur prothèse était à juste titre d'ailleurs, était frauduleuse. Donc il y avait des femmes qui avaient des symptômes systémiques, un syndrome systémique,
il y avait des femmes qui n'avaient rien. En fait, on avait un bon contrôle. Donc ça, c'est quand même, c'était très avantageux. Donc je pense que ça, c'est vraiment, et nous, on revient à la problématique d'identification des femmes qui sont implantées, c'est-à-dire d'arriver à trouver un nombre suffisant de femmes implantées qui ne se plaignent de rien. Parce que ça, c'est vrai que, enfin, en tout cas, qui ne se considèrent pas comme malades. Voilà. Après, on peut voir les symptômes qu'elles ont éventuellement. Enfin, en tout cas, ça pose vraiment des questions très intéressantes. Et puis après, sur l'évaluation, effectivement, des troubles cognitifs, enfin, vous avez vu, on a des méthodologies qui sont applicables à des situations très différentes, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions? J'en profite pour vous dire qu'on vous met à disposition un QR code que vous pouvez scanner quand vous êtes une femme âgée entre 35 et 60 ans pour pouvoir répondre au questionnaire si vous êtes bien compris. Je suis là. Comme j'ai une question très précise. Bonjour à tous, Florence Benmag, avocate, spécialiste en droit de la santé. Je travaille régulièrement avec l'association E3M. Et si les scientifiques aujourd'hui présents recherchent une causalité scientifique, le juriste, lui, recherche une causalité juridique. Et votre étude, bravo, elle est très complète, elle est très intéressante. Et forcément, je commence déjà à réfléchir pour essayer de démontrer une causalité juridique. Et il y a une question qui, à mon sens, manque, mais peut-être qu'elle a été posée et qu'elle n'apparaît pas dans la transcription de votre panorama, c'est le délai entre la pose du dispositif et l'apparition. Vous avez pu interroger vos panels sur ce délai d'apparition. Est-ce que vous avez un délai médian, un délai moyen, qui pour nous est très intéressant dans nos faisceaux d'indices et dans cette recherche de causalité. Et aussi, mais vous l'avez déjà un peu abordé avec ce graphique, l'état antérieur. Ces deux questions qui sont fondamentales pour nous les juristes, c'est l'étude de l'état antérieur et ce fameux délai moyen, normal, anormal, entre la cause et les premiers symptômes. Oui, alors, pour répondre à votre question, dans notre questionnaire, on n'a pas évoqué ce problème. Par contre, il y a pas mal de bibliographies scientifiques, notamment une étude hollandaise qui montre que à 10 ans post-explantation, 50% des femmes implantées ont des symptômes. C'est systématique. Après, sur l'apparition, en fait, quand on échange avec les différentes adhérentes, ça peut être en fait dès le lendemain, tout comme des symptômes qui apparaissent 1 an, 3 ans, 4 ans après, etc. Je pense pendant que j'y suis. Il y a une chose aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Parmi les femmes qui ont eu des règles hémorragiques, beaucoup ont eu en proposition une thermocoagulation de l'endomètre. Celles qui n'avaient pas de symptômes ont vu leurs premiers symptômes apparaître comme ça. Celles qui en avaient déjà ont vu amplifier leurs symptômes. Donc il y a aussi cette donnée-là qui est à prendre en compte. Et on reçoit encore à l'heure actuelle des messages de femmes qui nous disent je viens de savoir et j'ai eu telle et telle intervention, etc., voire même un retrait d'utérus ou quoi, et les implants sont encore là. Il reste encore d'autres problématiques possibles qui permettent effectivement de voir l'apparition des symptômes en fonction de ce genre de choses. En sachant que tant qu'on ne l'a pas enlevé, la pleurichure est toujours là. C'est-à-dire que c'est la norme, mais oui, mais, Oui, ça a l'air ça va sans dire, mais ça c'est mis en le disant. Non, ça veut dire que, parce que la date d'exposition peut être considérée comme la date d'implantation, mais en fait, on est toujours exposé quand on a un implant. Quand il a été retiré, et quand il a été retiré, ce qui est sorti de l'implant, on ne mesure pas. Oui, j'aurais deux questions. La première question, c'est sur les troubles neurocognitifs, parce que c'est quelque chose
de très prégnant et dans ce qui apparaît en premier. Donc, vous envisagez de les faire objectiver par des tests comme on a pu voir éventuellement ce matin. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous commencez à avoir des informations sur le produit qui est à l'origine des problèmes de santé? Est-ce que c'est, on a parlé de l'étain, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées par rapport à ça, en fait? Oui, en fait, le docteur Chen va parler un petit peu de ça. Et sur le fait de les objectiver avec des tests cognitifs, oui. Et c'est pour ça qu'on croit, en fait, en répondant. Merci. Oui, mais c'est certainement important de le faire et c'est certainement beaucoup de travail. Par contre, on organise ça, effectivement. Voilà, je vous propose qu'on passe à la communication du professeur Chen, parce que sinon on va être un peu serré. Est-ce qu'il est là? Oui, oui, bonjour, je vous entends, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre journée. Donc, vous me dites si je dis des bêtises, mais vous êtes gynécologue obstétricien, chirurgien obstétricien, n'est-ce pas, au CHU de Lyon. Oui. Et vous avez mené un travail de recherche maintenant sur la question des implantations, dont vous êtes un des spécialistes, sinon le spécialiste français, et vous avez obtenu un PHRC là-dessus. Tout à fait. Voilà, on va vous en parler. Merci à vous. Alors, je pense que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, merci beaucoup. Merci au professeur Authier de son invitation. Donc oui, tout à fait. Moi, je suis chirurgien gynéco aux Hospices civils de Lyon et donc je vais vous présenter quelques-uns de nos résultats. Je voudrais commencer ce topo vraiment en remerciant François Parent, donc qui parlera juste après moi, qui est pharmacien biologiste et sans lequel on n'aurait pas de résultats. Et on parlera tout à l'heure du PHRC, mais merci à François et à son équipe d'avoir accepté de travailler avec moi parce qu'au départ et encore aujourd'hui, on l'a fait sans aucun financement et ça a été un travail de longue haleine, compliqué et merci à François d'avoir accepté. Vous verrez que les résultats sont très intéressants. Et puis je veux aussi remercier, je le dirai aussi à la fin, mais je le dis dès maintenant, toutes les patientes qui ont accepté de participer à ce protocole d'études et qui nous ont fait confiance, notamment pour tous les prélèvements qu'on a pu réaliser. Alors donc moi je vais vous parler des études qu'on a menées dans le service pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait avec ces implants échoués. Alors ça résonne un peu, j'espère que ça un peu de la donc la première chose sur ma diapo, vous le voyez ici, c'est que nous et d'autres, on a finalement fait quelques études déjà sur symptômes et qualité de vie et qu'on s'est rendu compte, et toutes les études vont dans le même sens et c'est repris par l'ANSM, que chez des patientes symptomatiques, et j'insiste vraiment sur le terme symptomatique, c'est-à-dire des patientes qui sont porteuses d'échour et qui décrivent un certain nombre de symptômes. On en a déjà parlé tout à l'heure, on pourra en reparler si vous voulez. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il y a des patientes qui sont asymptomatiques porteuses d'échour et nous n'avons aucun résultat sur ces patientes puisque par définition, c'est des patientes qui ne consultent pas ou peu et chez lesquelles il n'est pour l'instant pas recommandé de retirer ces implants échour. Donc, on parle vraiment des patientes symptomatiques. Et donc, comme je le disais, on s'est rendu compte que quand on enlève ces implants chez ces patientes, eh bien, on améliore, parfois on guérit, mais surtout, c'est plus des améliorations, les symptômes décrits par les patientes et la qualité de vie. Donc là, je vous montre une des premières études que nous, on avait fait dans le service. On s'était plutôt intéressé à cette amélioration de qualité de vie. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu avec le topo précédent, les symptômes décrits par les patientes porteuses d'échour sont extrêmement hétérogènes. Vous avez vu, il y en a plus de 70 symptômes. Et il nous avait semblé extrêmement difficile de faire une étude, d'avoir un design très précis. Et on s'était plutôt intéressé à la qualité de vie avec différents scores qualité de vie. Donc, vous les voyez ici, ça c'était donc une première étude sur des résultats préliminaires sur les 80 premières patientes à 6 mois. Et donc, on avait pris un score qualité de vie bien connu qui est le SF12, qui est une variante du SF36.
On avait regardé aussi au niveau de différents scores de douleur. Il en avait pris le questionnaire de McGill. Et donc, on retrouvait à 6 mois, en comparaison par rapport à avant la chirurgie, une nette amélioration de la qualité de vie et de ce score de douleur. Là, je ne l'ai pas encadré parce que celui-ci n'était pas amélioré. C'est le score de IGAMS, qui est un score pour apprécier l'abondance des menstruations. Et celui-ci n'était pas amélioré. Et donc, je pense que ça, c'est un petit message que je fais passer, c'est que finalement, qu'on enlève les échours, d'enlever les échours ne va pas améliorer le profil des règles quand on conserve l'utérus. Et ça, c'est un message important à donner aux patientes qui souhaitent conserver leur utérus et qui, par ailleurs, ont des problèmes de règles abondantes. Bon, je passe parce que c'est un petit peu hors sujet. Alors, on en a déjà parlé, Madame Gillier l'a dit, le échour, donc c'est une composition très complexe. Il y a donc des fibres de PET, qui du périphthalate d'éthylène. Ce sont des fibres de polyester. Alors, c'est un intérêt. Je vous montrerai juste une diapo. Là, on vient de terminer une étude en anapathe, en histologie, où on a regardé l'inflammation qu'entraînaient ces fibres de PET. Vous verrez que les résultats sont assez intéressants. Et puis donc différents métaux, il y a une dizaine de métaux, voilà, donc ça je reprends les résultats de Vincent Balter, et puis les résultats de l'ANSM, où il y a une dizaine de métaux présents dans les échours, et je laisserai plutôt François Parent en parler après. Mais vous voyez que nous on s'est intéressé aux 3 métaux qui nous semblent importants et peut-être prédominants dans les symptômes décrits par les patientes, c'est le nickel, le chrome, et puis donc ESN qui veut dire éteint. Alors, quelles sont les hypothèses? Parce que voilà, c'est bien beau de dire que tout vient des échours, mais qu'il faut essayer de comprendre le mécanisme d'action et de savoir ce qui se passe. Donc, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'était un mécanisme d'allergie, et notamment d'allergie au nickel. Un certain nombre de patientes décrivant effectivement des allergies aux bijoux fantaisie, qui pouvaient être d'ailleurs confirmées lors de tests allergologiques. Alors, la littérature, il y a eu des études dessus, ne semble pas retenir ce mécanisme allergique. Et vous voyez que la fréquence de ces allergies au nickel, quand on prend des séries importantes au niveau international, on n'a que 0,014%. Donc, il ne semble pas que ce soit ce mécanisme allergique qui puisse expliquer les symptômes décrits par les patientes. Le mécanisme d'inflammation, j'y reviendrai tout à l'heure avec une diapo qui pourrait expliquer toute ou partie de la symptomatologie. Le syndrome ASIA, donc, que connaît bien le professeur Autier, et on travaillera ensemble pour essayer d'investiguer davantage dans ce domaine-là. Et puis, ce sur quoi nous avons travaillé, c'est la corrosion probable de l'implant et la libération d'un certain nombre de métaux. Et donc, on a regardé ces 3 métaux, nickel, chrome et étain. Alors donc l'étude qui a été publiée là, il y a quelques mois, donc c'est vraiment une étude comparative au sein de notre registre qu'on a mis en place sur Lyon, avec 2 groupes de patients. Donc vous avez le groupe A, il s'agissait des patientes symptomatiques porteuses d'implants échours et chez lesquelles on avait retenu une indication d'explantation de ces implants. Et pendant l'explantation, on faisait un certain nombre de prélèvements. Donc, vous le voyez déjà ici, bien entendu, les trompes de Fallope, la corne de l'utérus, parfois l'utérus, chez celles qui souhaitaient une hystérectomie, et puis le liquide péritonéal en tout début d'intervention pour doser ces fameux métaux lourds. Et on a comparé avec un groupe contrôle, avec un groupe témoin. Il s'agissait de patientes qui n'avaient jamais eu d'implant échour, qui n'étaient pas porteuses d'implants métalliques, en particulier de prothèses de genoux, de prothèses de hanche, qui avaient et qui étaient dans les mêmes, on a matché sur l'âge, elles avaient le même âge, vous voyez, 47 ans et 48 ans, donc statistiquement, il n'y a pas de différence là-dessus. Et donc des patientes qu'on opérait pour une chirurgie bénigne, donc pas de cancer, elles n'étaient évidemment pas enceintes, et pour lesquelles il fallait retirer les trompes et ou l'utérus, voire trompes et utérus. Et on faisait exactement les mêmes dosages chez ces patientes-là, afin de savoir si peut-être qu'on est tous porteurs de métaux dans le corps, et vous allez voir les résultats. Alors, dans le groupe de patientes porteuses échours, je réinsiste vraiment parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on parle de façon très claire et qu'on caractérise bien les choses. Il s'agit de patientes symptomatiques. Je n'ai aucune donnée personnelle et il n'y a aucune donnée publiée dans la littérature sur les patientes asymptomatiques.
porteuses d'échour. Donc, vous voyez les symptômes, et ça rejoint vraiment la thématique de la journée d'aujourd'hui. Nous, dans notre série, à 230 patientes, eh bien, la majorité des symptômes étaient la présence de fatigue chronique, vous voyez, dans 73% des cas. Et vous avez ici, on les a listés, les principaux symptômes décrits par les patients, donc les arthralgies, les troubles de concentration, les douleurs abdominales, les menstruations abondantes, je passe, maux de tête, etc. Vous les avez ici, et si vous voulez le diaporama, je pourrais vous le communiquer. Et puis donc, François Parent et son équipe ont fait ces dosages de métaux lourds. Donc, je rappelle, en début d'intervention, en commençant la cilioscopie, parce que les 99% des patientes ont été opérées par, si ce n'est pas 100%, par cilioscopie. Je faisais, moi et mes collègues, un prélèvement de liquide péritonéal avant tout geste d'explantation. Et ensuite, on faisait l'explantation à proprement parler. Donc, il y avait des dosages dans le liquide péritonéal et des dosages au niveau de la trompe. Et donc, vous voyez ici à quoi ça correspond. Donc, voilà ici. Donc, ça, on le coupait après sur table opératoire, une fois que l'explantation a été faite, pour vraiment envoyer séparément les prélèvements à l'équipe de François Parent. Donc, on envoyait pour chaque patiente les deux échours dans des pots séparés, le droit, le gauche, et puis la trompe était coupée avec étude de la partie proximale proche de l'échour et l'étude de la partie distale. L'idée étant d'essayer de voir quelle est la cinétique, la dynamique, si vous voulez, de diffusion éventuelle de ces métaux lourds dans la trompe. Alors voilà les résultats. Au niveau de ces trois métaux, le chrome, le nickel et l'étain, eh bien, vous voyez que quand on compare les patientes porteuses d'échour versus le groupe contrôle, eh bien, on a des résultats significatifs, avec donc une présence significative chez les patientes porteuses d'échour, alors que dans le groupe contrôle, eh bien, les patientes qui n'ont jamais eu d'échour ne sont pas porteuses dans leur abdomen ou leur pelvis de ce type de métaux. On a ensuite regardé au niveau du liquide péritonéal. Eh bien, là aussi, des résultats très intéressants. Vous voyez que l'étain, finalement, n'était pas présent dans le liquide péritonéal, donc il n'y avait pas de diffusion d'étain dans le liquide péritonéal. Par contre, on avait bien une diffusion d'étain, une diffusion, pardon, de chrome et de nickel dans le liquide péritonéal. On s'est ensuite intéressé au temps et la cinétique en fonction de la date d'explantation par rapport à la pose de ces échours. C'est une question qui a été posée. Quand est-ce qu'apparaissent les premiers symptômes? Nous, dans notre expérience, on a l'impression qu'il y a un intervalle libre, c'est-à-dire que la majorité des patientes ont une pose d'échour. Les choses se passent bien pendant les premiers mois, voire les premières années, puis d'un seul coup, apparaît progressivement les symptômes qui vont conduire éventuellement à la consultation et à l'indication d'explantation. Et donc, on a regardé ce qui se passait dans les 3 premières années, puis entre 3 et 7 ans, puis jusqu'à 10 ans et au-delà de 10 ans par rapport au groupe contrôle. Et vous voyez ici des cinétiques qui sont assez intéressantes, que je ne peux pas forcément expliquer. En tout cas, c'est un constat, un fait. François nous en parlera sûrement mieux. Mais vous voyez l'évolution en fonction du temps de cette dissémination de métaux lourds au sein des trompes, qu'il s'agisse donc du nickel, du chrome ou de l'étain. Même chose au niveau du liquide péritonéal. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'étain dans le liquide péritonéal. Et bien voilà ce qui se passe au niveau du chrome. On a l'impression que ça augmente puis ça baisse. La même chose au niveau du nickel. Voilà. Alors l'article a été publié, si vous pouvez le télécharger, ou je peux vous le faire passer si vous n'avez pas de droit pour accéder à cette revue, mais l'article est maintenant publié. Donc voilà, alors nous, on n'est pas les seuls, d'autres ont également publié sur ces métaux lourds, et donc c'est vrai qu'il y a une forte hypothèse de l'implication de ces métaux lourds dans la symptomatologie des chours. D'autres études sont encore en cours, et nous, on continue de travailler sur cette thématique pour essayer de conforter et confirmer nos premiers résultats, puis d'aller encore un peu plus loin. Alors, je vous ai parlé de l'inflammation. Là, on vient de finir l'étude. On va essayer de publier notre article. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que le mécanisme d'inflammation pourrait expliquer un certain nombre d'effets, un certain nombre de symptômes et d'altérations de la qualité de vie? Donc, on a repris, toujours dans notre cohorte lyonnaise, une cinquantaine de patientes pour lesquelles on avait bien sûr les échours, mais surtout, on avait du tissu qui pouvait être étudié en histologie. Et j'en remercie beaucoup d'ailleurs les 2 pathologistes qui ont travaillé avec moi. C'est le professeur Devoissou et le docteur Trécourt, qui ont fait ces analyses extrêmement exhaustives, en regardant autour de l'implant, donc vraiment le tissu tubaire autour de l'implant, et puis à distance de l'implant, et donc à la recherche
d'inflammation ou d'anomalies particulières et de voir quelles étaient les cellules qui rentraient en ligne de compte. Alors là, vous voyez, on a un peu en avant-première tous ces résultats. Il y a finalement très peu, alors c'est en même temps très logique, hein, l'inflammation aiguë, elle est très peu présente, hein, uniquement 6% des cas. C'est surtout de l'inflammation chronique et essentiellement de la fibrose. Et donc ça reprend un petit peu ce qui était connu sur ces fibres de PET, hein, qui constituent le dispositif, hein, et qui entraînent une inflammation. Au départ, quand on met ces implants, qui sont donc, vous l'avez compris, interdits aujourd'hui, mais au départ, quand on mettait ces implants, ces fibres de PET devaient entraîner une inflammation aiguë, et dans les semaines qui suivaient, cette inflammation aiguë devenait chronique pour finalement évoluer vers de la fibrose. Et donc, on retrouve exactement la même chose. Donc là, j'ai des données évidemment à distance, puisqu'on ne peut plus mettre d'implant, donc je n'ai pas des données aiguës à vous présenter. On voit donc cette inflammation chronique et surtout de la fibrose, vous voyez, dans 91% des cas de la patiente. Ce qui nous fait conclure dans cet article, hein, qui a été soumis, que l'inflammation seule ne peut pas expliquer les symptômes présentés par la patiente, mais qu'il y a certainement un mécanisme complexe qui doit associer cette inflammation peut-être à ces métaux lourds, à finalement quelque chose de relativement complexe pour essayer d'expliquer les choses. Alors finalement, qu'est-ce qu'on sait? Comme cela a été dit, hein, c'est l'importance de poursuivre les études parce qu'on ne sait pas grand-chose. Vous avez bien compris que d'enlever les implants, dans un certain nombre de cas, ça semble améliorer la qualité de vie, ça semble améliorer les symptômes, mais d'un point de vue mécanistique, on avance, mais on avance petit à petit. Et donc, c'est tout l'intérêt du PHRC que j'ai l'honneur de conduire et qui a été accepté, hein, en 2022. Donc, c'est une grande étude multicentrique, hein, qu'on va coordonner sur Lyon et dont le but est vraiment celui-ci, hein, c'est-à-dire d'essayer de suivre une cohorte de patientes, d'apprécier leur amélioration clinique avec des questionnaires symptômes, des questionnaires qualité de vie, de faire une surveillance à long terme parce que potentiellement, possiblement, il pourrait, je parle au conditionnel, rien n'est prouvé, peut-être y avoir des risques carcinogéniques, des risques de développement de maladies auto-immunes. Et donc, l'idée, c'est de suivre ces patients sur du long terme, entre 10 à 15 ans. C'est une forte demande des patientes, c'est une forte demande des associations et on va travailler main dans la main pour ce projet. Alors, il y aura une grosse partie biologique, hein, donc on va doser cette fois-ci tous les métaux lourds et on ne va pas se borner juste à regarder ce qui se passe au niveau de l'étain, du chrome et du je sais plus ensuite du titane. Voilà, on va vraiment regarder tous les métaux parce que probablement que là aussi, tous les métaux peut-être s'associent de façon très complexe et que ça pourrait peut-être expliquer un certain nombre de choses. Et vous voyez donc tous les dosages qu'on va faire, un liquide péritonal, sang, trompe, phaner, urine, également dans le suivi où on regardera au niveau des phanères et des urines pour les patientes qui auront été explantées. On va approcher l'inflammation, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus précise que de faire simplement la napate. Et vous voyez qu'on va faire des dosages de micro-RNA, qu'on va faire de l'analyse quantitative d'ARN messager pour vraiment apprécier au mieux ces voies de l'inflammation et voir s'il ne pourrait pas y avoir une explication grâce à cette évaluation. On va aussi essayer d'apprécier ce qui se passe au niveau cérébral et la neuroinflammation. Vous avez vu que beaucoup de patientes, certes, se plaignent de fatigue, mais beaucoup d'entre elles se plaignent de troubles de la concentration, de troubles de mémoire. Et donc, on fera également, alors pas dans toute la cohorte, mais sur une bonne partie de la cohorte, des IRM fonctionnels et des PET scanners fonctionnels pour voir un petit peu si on ne peut pas avoir des réponses à nos questions. Et puis, il y aura une dernière partie là, qui sera ex vivo, qui est importante pour nous, chirurgiens, c'est d'apprécier la résistance mécanique de ces implants à la traction, à la coagulation, puisque l'explantation est difficile. Alors, c'est un petit peu hors sujet, mais il y a un risque quand on explante ces patientes, quelle que soit la technique, hein, c'est de casser l'implant et de laisser des fragments d'implant dans l'abdomen de la patiente. Et évidemment qu'il faut l'éviter, il faut l'enlever en entier et pas en laisser des fragments, parce qu'après, c'est l'enfer pour aller les rechercher. Et donc là, cette partie de biomécanique me semble importante pour nous aider, nous chirurgiens, à apprécier au mieux les techniques à utiliser pour retirer complètement ces implants. Donc, on aura deux groupes de patientes, un groupe de patientes symptomatiques et un groupe témoin qu'on opère pour autre chose, nos porteuses d'échour. On aurait voulu associer un groupe de patientes échour asymptomatiques. Malheureusement, il semble que d'un point de vue éthique, ce ne soit pas possible d'opérer des patientes qui n'ont pas de symptômes et ça a été pour l'instant refusé au niveau éthique. On compte bien sûr, et c'est déjà le cas, sur la collaboration et sur la participation des associations de patientes. Le liste est présent
on compte beaucoup sur eux, mais aussi sur les autres associations de patientes. Alors, c'est vraiment un projet académique, hein. On a voulu limiter tout biais, tout risque de conflit ou de lien d'intérêt. Donc, il n'y aura pas de centre privé, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais voilà, là, on a vraiment voulu faire quelque chose de purement académique, hein. Et donc, il y a un vrai maillage territorial qui a été décidé. Donc, nous, à Lyon, mais vous voyez, pas seulement, il y aura Reims, qui est très impliqué également, le professeur Gresselin, Strasbourg, Paris, Versailles, Lille, Rouen, Brest, Toulouse et Marseille. Donc, on espère comme ça pouvoir répondre aux demandes des patientes. Et les chirurgiens qui sont notés ici sont vraiment des chirurgiens qui sont très impliqués, qui ont l'expertise pour retirer ces implants. Donc, vous voyez qu'en conclusion, ce PHRC, il est important, certes ambitieux, mais complètement réaliste, il y a beaucoup d'attentes. Alors là, j'étais encore la semaine dernière avec le ministère, donc du fait du changement de gouvernement, du changement au sein du ministère, et bon, il y a du qui a été pris, mais les choses avancent et j'espère qu'ils nous répondront dans les prochaines semaines pour qu'on puisse continuer d'avancer, après travailler avec les associations pour avoir un protocole définitif et qu'on puisse vraiment commencer cette grande étude d'ampleur dès l'année prochaine et répondre à la question quels sont le ou les mécanismes qui peuvent expliquer ces symptômes liés à ces implants échours et puis suivre ces patientes et voir ce qui se passe sur du long terme. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation qui est vraiment extrêmement intéressante et informative. Moi, j'ai une question. Vous avez engagé une recherche de particules circulantes dans le sang, des métaux dans le sang. J'ai peut-être raté. Alors, on ne l'a pas fait pour, là, dans l'étude que je vous ai montrée, ça n'a pas été fait. François Parent répondra mieux que moi, je pense. Il n'est pas certain qu'il y ait un passage au niveau sanguin, mais on le fera dans la prochaine étude. Nous, on s'était focalisé sur ce qui se passe au niveau local. Et donc, vous voyez que tous les prélèvements qu'on a fait, on l'a fait dans le pelvis, pendant la chirurgie, au contact des échours, au niveau des trompes, au niveau du liquide péritonéal. Et c'est là qu'on trouve des résultats intéressants. On avait essayé de regarder au niveau sanguin, mais de mémoire, il n'y avait rien. C'est des doses tellement infinitésimales qu'il n'y avait rien qui passait au niveau sanguin dans nos premiers résultats. C'est effectivement une question qui se pose toujours, parce qu'après, c'est difficile d'avoir l'idée, parce qu'on est toujours dans l'espoir de pouvoir trouver un test qui puisse permettre d'évaluer le risque chez une patiente qui a un implant, par exemple, d'arriver à doser des fractions circulantes. Mais effectivement, nous, on a l'expérience avec nos faciles, les dosages qu'on avait fait en circulant n'ont jamais rien donné. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir sur les urines. Et là, sur notre cohorte de patientes, on a fait énormément de prélèvements d'urine. Là, ils n'ont pas été encore techniqués parce que François Parent vient d'acheter une machine très performante pour vraiment des dosages très précis. Et on aimerait effectivement, enfin on espère, on verra bien, mais on espère pouvoir trouver des choses intéressantes au niveau des urines. Et effectivement, si juste en faisant un prélèvement d'urine, on pouvait savoir si cette patiente a une dissémination et expulse élimine des métaux lourds, ça pourrait dire oui, il faut l'opérer. Enfin, voilà, ça serait effectivement très intéressant et puis non invasif, donc beaucoup plus simple, effectivement. Ça serait très intéressant. Question pratico-pratique, vous avez commencé, vous avez fini? Alors non, là pour le PHRC, on n'a pas commencé parce que pour l'instant, les choses sont bloquées avec le changement de gouvernement, le changement des différentes équipes au sein du ministère. Je me suis rapproché d'eux, je les harcèle pour qu'on avance parce que voilà, derrière, il faut qu'après on ait une interaction avec les associations. Après, il faut passer devant le CPP, la NSM, etc. Donc, ça va prendre du temps. Il y a une certaine inertie. Voilà. Et puis, il y a tellement d'autres problèmes aussi que, voilà, mais bon, ils m'ont assuré encore la semaine dernière au niveau du ministère que c'était vraiment une priorité pour eux et qu'ils ne nous oubliaient pas, qu'ils n'oubliaient pas les patientes et que, voilà, ils allaient faire au plus vite et revenir vers moi au plus vite. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, alors c'est des questions que j'ai vues là sur le chat, donc comme il y en a que deux. Donc,
il y a comme question, peut-il y avoir un lien avec un diagnostic de Strégan-Garnier, en sachant que la personne avait un taux de nickel très supérieur à la norme avant explantation et normal après explantation? Alors, la difficulté sur ces métaux, c'est pour ça que j'ai suivi évidemment tout ce qui a été dit sur l'étain au niveau médiatique. Je pense qu'il faut raison garder. Pour l'instant, ce qui est prouvé, c'est que oui, il y a certains métaux, l'étain, le chrome, le nickel, qui diffusent, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à démontrer que le fait que ces métaux diffusent peuvent entraîner un certain nombre de symptômes. Et moi, je vois beaucoup de patientes qui viennent me dire, oui, c'est l'étain, ou l'organo-étain. Pour l'instant, rien n'est démontré. On a juste montré que les implants, chez les patients, dans les groupes de patientes qu'on a étudiés par rapport à des témoins, il y a effectivement des métaux qui se disséminent et qui diffusent. Mais après, de là à dire que j'ai ces métaux et j'ai des symptômes derrière, pour l'instant, la littérature et les études scientifiques ne l'ont pas encore démontré. Juste une dernière question. Est-ce que des femmes qui ont déjà été exploitées pourront participer en proposant les tissus qui sont mis de côté? Alors malheureusement non, parce que les tissus doivent être envoyés à l'état frais pour faire tous ces dosages et qu'il faut que ce soit des nouvelles patientes qui soient porteuses d'échour, qui aient des symptômes et qui souhaitent être explantées. Donc malheureusement, je dirais que ce qu'on va trouver chez ces patientes-là pourra servir aux patientes qui ont été préalablement explantées, mais les patientes qui ont déjà été explantées, malheureusement, l'étude qu'on propose ne les concerne pas directement, elles ne pourront pas participer. La question. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me représente, je ne sais pas si je l'étais là tout à l'heure, Marie-Leroy avocate. J'ai découvert en échangeant avec certains clients qu'il y avait eu un protocole de mise en place pour l'exploitation. Est-ce que c'est un protocole qui est propre notamment aux praticiens dont vous faisiez état dans le cadre de votre cartographie, ou est-ce que c'est un protocole qui a été validé au niveau national? Bonjour. Et, le protocole de dosage, ça, il est propre uniquement à mon centre, où dans le cadre d'une étude validée, autorisée par les différentes autorités, on fait ces dosages. Quelqu'un qui veut se faire opérer à Tourcoing ou je ne sais où dans une autre ville, comme l'étude elle est purement lyonnaise, si vous voulez, il n'est pas prévu et c'est pas recommandé de faire des dosages de métaux. Une patiente peut demander des dosages de métaux, mais dans ce cas-là, c'est uniquement à ses frais. Il n'y a pas de prise en charge. Donc ça, c'est pas prévu. Après, oui, il y a un protocole d'explantation national où on doit suivre un certain nombre de règles, en particulier, notamment sur tout ce qui est imagerie, savoir avant intervention avec une imagerie dédiée où sont les implants, s'ils n'ont pas migré, faire une imagerie en post-opératoire pour être sûr qu'on a bien retiré la totalité des implants. Il y a certaines techniques qui sont validées, d'autres qui devraient ne pas être utilisées pour retirer les implants. Donc là, oui, il y a un protocole national qu'on est censé suivre et que j'espère les uns ou les autres suivent. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a de questions encore. Oui, Didier Lambert de 3M. C'est juste une réflexion plus qu'une question sur l'aspect éthique de certaines recherches. Donc, vous avez été bloqué, si j'ai bien compris, pour pouvoir faire des travaux auprès de personnes asymptomatiques, enfin, faire des études ou une petite intervention chirurgicale. Et on a le même problème sur les biopsies, c'est-à-dire qu'on aurait aimé pouvoir faire des biopsies sur les personnes asymptomatiques à distance, etc., d'une vaccination pour voir un peu comment les lésions pouvaient persister de ce côté-là et bloquer aussi pour des questions, paraît-il, d'éthique qui me semblent un peu discutables. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, il me semblait très intéressant au départ, c'est ce que je souhaitais, ce que nous souhaitions, c'est-à-dire d'avoir 3 groupes, un groupe de patients échours symptomatiques, un groupe de patients échours asymptomatiques, et puis donc des témoins non porteuses d'échours. Il me semblait que de cette façon-là, on aurait pu répondre à beaucoup de questions, mais malheureusement, voilà, on n'est pas les seuls décideurs. Et d'un point de vue éthique, on nous a bien fait comprendre que le groupe asymptomatique, qu'il ne serait pas éthique de leur proposer
une explantation au vu notamment du risque chirurgical qui est certes modéré, mais enfin, il y a évidemment un risque dès qu'on se fait opérer. Et donc, ce n'est pas possible pour l'instant. C'est habituellement ce qui est proposé, c'est-à-dire qu'on est sur des procédures qui sont invasives, avec un risque, par exemple, aux biopsies musculaires, le risque est quand même quasiment inexistant. Le seul problème étant simplement la cicatrice, à partir du moment où il y a du patient du long terme, en espèce, ça paraîtrait acceptable. Mais bon, ça sera indépassable, je pense. Je crains que ce soit ainsi malheureusement. Bien, je vous propose qu'on passe à la communication de François Parent qui va donc apporter le complément biologique de la présentation du professeur Chêne. Merci encore Gauthier et bravo encore pour le PHRC parce que c'était une belle réussite. Merci. Très bien, écoutez, je vais prendre... Voilà. Oui. Donc, écoutez, monsieur Parent, donc François Parent, et pharmacien toxicologue, hein, c'est ça? Oui, pharmacologue Vous êtes également aussi, j'ai pas mal de casquettes. Voilà, écoutez, je vais prendre la main, partager mon écran. Hop. Voilà, c'est bon pour tout le monde? Oui. Bon, écoutez, donc tout d'abord, je remercie Gauthier pour avoir présenté une bonne partie de ces résultats. Je vais essayer de compléter tout ça. Bon, tout d'abord, je replace un petit peu la situation. Gauthier est venu nous voir fin 2018 pour travailler sur cette problématique, est sûr. Et il faut bien voir qu'à l'époque, en fait, on connaissait absolument rien du tout sur ce phénomène de relargage. Et on a au départ pas mal tâtonné. Ça explique aussi pourquoi au départ on est parti sur un certain nombre de métaux, sachant que voilà, les choses peuvent être discutables. Mais du coup, ça nous a quand même permis de pas mal avancer et d'émettre un certain nombre d'hypothèses relativement intéressantes. Bien, donc tout d'abord, quelques rappels sur la composition métallique des essures. Je vais passer très brièvement sur cet aspect des choses. On l'a vu tout au long de cet exposé. Donc, ces implants essures, on estime à peu près à 200 000 femmes qui ont été implantées en France. Je rappelle juste que ce chiffre est très approximatif, puisqu'on n'est quand même pas en mesure de donner un chiffre très exact. Avec commercialisation en 2017, ce qui veut dire qu'on est maintenant sur des délais d'explantation qui dépassent les 5 ans, et on verra qu'il y a, semble-t-il, une cinétique au niveau du relargage des métaux, et c'est un paramètre qui est à prendre en compte dans l'interprétation et l'exploitation de nos résultats. Composition des implants essures, donc on a déjà vu cette diapositive qui a été réalisée par mes collègues. Composition relativement complexe avec les fibres de PET, de polyéthylène terephthalate, mais également une composition pour le coup très complexe en métaux. Donc vous voyez une multitude de métaux qui constituent ces implants essures. Parmi ces métaux, on va retrouver du chrome, donc vous voyez du chrome au niveau des spires externes. On va retrouver du chrome également au niveau de cette soudure et du chrome au niveau de la bille terminale. Le nickel est présent un petit peu de partout au niveau des implants essures. Donc, vous voyez, on trouve du nickel ici, du nickel. Donc, c'est un élément qui nous paraissait intéressant à doser. Concernant l'étain, donc le symbole, on va essentiellement retrouver de l'étain au niveau de la soudure, à ce niveau-là, en concentration, en pourcentage relativement élevé. Sachant que ces 3 métaux que l'on a dosés ne sont pas les seuls que l'on potentiellement intéressants. Vous remarquerez que l'on a des compositions relativement élevées, parfois en platine, donc, notamment à ce niveau-là. On retrouve également du titane, en proportion relativement importante, et puis d'autres métaux tels que l'iridium, dont on ne connaît pas vraiment la toxicité en réalité.
Alors, les symptômes attribuables aux implants essures, on l'a vu, hein, c'est un cortège de symptômes généralement non spécifiques, avec une symptomatologie à la fois locale et générale, avec ces asthénies, bien entendu, qui prédominent. Alors, lorsque l'on voit ce cortège de symptômes, on est quand même frappé par la similitude qu'il y a avec les symptômes l'on retrouve avec les syndromes ASIA, donc syndrome ASIA, c'est auto-immune, syndrome Idiopathique, qui est en fait un syndrome en relation avec un dysfonctionnement des fonctions immunologiques. Bénéfice d'une explantation des essures, on l'a vu, hein, effectivement, chez les patients symptomatiques, il est tout à fait légitime maintenant de proposer une explantation avec des résultats attendus en termes de qualité de vie. Alors, des améliorations qui peuvent être parfois effectivement relativement spectaculaires, mais parfois malheureusement des améliorations qui peuvent être relativement moyennes, voire absence d'amélioration pour certaines patients. Concernant les résultats des dosages des métaux, donc c'est des résultats qui ont été publiés cette année. Donc l'article est disponible en ligne gratuitement. On a fait des dosages de métaux par une méthode dite ICP-MAS, je vous expliquerai ce dont il s'agit. Et les dosages ont été réalisés dans 2 matrices. Donc d'abord dans les tissus jouxtant donc les essures au niveau des trompes de Fallope, et puis on a dosé également les métaux au niveau du liquide péritonéal. Donc, on vous a présenté déjà cette diapositive où l'on avait 2 groupes. Donc, on avait le groupe des patientes porteuses donc d'essures et patientes symptomatiques. On insiste bien sur le fait des patientes symptomatiques. Et on a comparé les résultats des dosages de métaux au niveau des trompes de Fallope et du liquide péritonéal aux patientes donc non porteuses d'essures qui ont bénéficié d'une chirurgie autre. Et on a pu effectivement doser donc, les métaux dans les troncs et le liquide péritonéal de ces patients. Le délai médian dans cette étude entre la pose des implants et le retrait est de 7 ans. Vous voyez les extrêmes, sachant que du fait que les implants ne sont plus posés depuis 2017, on a maintenant des délais qui vont être plus importants. Et c'est, comme je vous disais, une variable à prendre en compte dans l'interprétation de nos résultats. La symptomatologie, donc Gauthier vous a présenté cette diapositive avec effectivement un pourcentage important de patientes qui se plaignent de fatigue, douleurs articulaires également très fréquentes, et puis des troubles neurologiques et des troubles type perte d'attention, etc. Concernant les dosages des métaux dans le trompe de Fallope, donc on va doser les métaux dans des parties, enfin d'une manière segmentaire. On va doser les métaux dans les tissus et qui sont directement en contact des essures, donc ici. Et puis on va également réaliser les dosages donc dans la partie proximale de la trompe de Fallope et la partie distale de la trompe de Fallope. L'idée étant de voir s'il y avait une cinétique de relargage des métaux. La méthode utilisée, comment on dose les métaux dans les tissus, ça va nécessiter une minéralisation, une digestion acide. C'est une méthode tout à fait classique lorsqu'on dose les métaux dans les tissus. Le dosage va se faire par une technologie qui est dite ICP-MAS, en fait, c'est la spectrométrie de masse avec une ionisation par plasma inductif. Donc, c'est cette machine sur laquelle on a réalisé les dosages. C'est la machine que l'on a actuellement. Elle va être remplacée très prochainement par une ICP triple quad qui nous permettra d'avoir une excellente sensibilité et un gain de spécificité qui nous permettra d'aborder le dosage d'autres métaux, je pense notamment au titane, métal que l'on ne peut pas doser en technique ICP-MAS car sujet à des interférences. Voici les résultats donc, sur les 2 groupes, groupe A, patiente symptomatique porteuse des essures, et groupe B, patiente asymptomatique.
Mais l'on voit très clairement que dans les tissus des patientes porteuses des essures, l'on a un enrichissement de métaux tels que le chrome, le nickel et également l'étain. Et d'une façon très intéressante, l'on voit que les tissus les plus riches en métaux, ce sont les tissus qui sont en contact des essures, et plus on s'écarte, on s'éloigne donc de ces implants, et plus la concentration, la teneur en métal a tendance à baisser. Et les teneurs en métaux chez les patientes porteuses des essures se distinguent très nettement des teneurs de ces mêmes métaux chez les patientes témoins. Donc ça, c'est pour le chrome. Et voici les résultats globalement tout à fait similaires pour le nickel. On s'est posé la question en définitive, est-ce qu'il y avait un possible impact du délai entre la pose des implants et le retrait sur le niveau d'exposition aux métaux. En définitive, on a obtenu des résultats qui nous paraissent relativement intéressants. Ça, c'est le niveau, ça c'est les concentrations du groupe contrôle. Il en voit au moins pour le chrome et le nickel au niveau de la partie distale. Il semblerait qu'il y ait une décroissance des niveaux de ces métaux dans les tissus au cours du temps, avec pour les patientes exploitées les plus tardivement, vous voyez des niveaux de concentration qui se rapprochent des niveaux de concentration que l'on observe dans le groupe contrôle. Les concentration d'étain dans les liquides, dans les trompes de Fallope, dans les tissus des trompes de Fallope, c'est assez intéressant parce qu'on a visiblement un enrichissement qui est assez rapide du tissu en étain après l'implantation et ensuite rapidement une décroissance des teneurs en étain. Voilà, alors c'est vrai que ces résultats sont quand même à prendre avec précaution, puisqu'on se retrouve in fine, malgré tout, dans les différentes catégories, avec un effectif qui est relativement restreint. Et ça va être intéressant, effectivement, de poursuivre ce travail pour étoffer et conforter ces résultats. Alors, OK, les trompes de Fallope, les tissus de trompes de Fallope sont enrichis en métal, ce qui vient supposer une corrosion de ces implants. La question étant de savoir est-ce que ces métaux vont se distribuer dans l'organisme. De quelle façon? Donc, on a posé les métaux dans le liquide péritonéal, donc voici les résultats. Et l'on retrouve d'une façon similaire au tissu des trompes de Fallope, donc des différences entre le groupe A et le groupe B, donc les patientes porteuses de blessures et les patientes non porteuses de blessures, qui est donc des niveaux de concentration qui, bien que faibles, puisqu'on est là dans les microgrammes par litre, on différencie bien effectivement les deux groupes. Alors ça c'est au niveau, si vous voulez, de la population, mais ça c'est l'intervalle de confiance de la médiane, et au niveau individuel, on a un chevauchement qui est relativement important entre les deux groupes. D'une façon similaire à ce que l'on observe au niveau des tissus de trompe de Fallope, au niveau du liquide péritonéal, il semblerait qu'on a également un impact du délai de la pause entre la pause et l'explantation. Donc, vous voyez, on a au départ le liquide péritonéal une concentration relativement faible de chrome, qui vont ensuite augmenter dans la période autour des 5 ans pour décroître ensuite progressivement. Et on a une image à peu près similaire avec le nickel. Chose importante, au niveau du liquide péritonéal, on n'a pas d'étain en concentration plus élevée chez les patientes porteuses de blessures. La question que l'on se pose, est-ce que l'étain qui a été relargué est uniquement un étain particulier et on ne va pas retrouver un état soluble dans le liquide péritonéal? Je pense que c'est tout simplement ça. Et qu'en fait, il y a eu en fait, un relargage de particules qui s'est ensuite fixé dans les tissus et on ne retrouve pas d'étain
par contre insolubles dans le liquide péritonéal. Voilà, alors pour conclure brièvement, quels sont les mécanismes physiopathologiques? Eh bien, il faut bien l'avouer, pour l'instant, on en reste au stade des hypothèses, puisque effectivement, c'est bien d'avoir démontré qu'il y a une corrosion de ce dispositif, qu'il y a un relargage de métaux, mais finalement, quelle est la conséquence de ce relargage de métaux? Alors, au départ, la question de l'allergie avait été évoquée. Jusqu'à présent, on n'a pas été capable de montrer un lien direct entre des tests type patch test positif au nickel et une intolérance aux essures. La question qu'il faut quand même se poser, c'est est-ce que ces tests, ces patch tests, sont pertinents dans le contexte des essures? Probablement pas. Aussi, très clairement, il semble qu'il y ait une susceptibilité individuelle, l'intolérance de ces essures, et on sait en l'occurrence qu'il y a des spécificités au niveau du HLA qui peuvent expliquer les phénomènes d'allergie vis-à-vis du nickel. Bon, on parle beaucoup d'allergie au nickel, mais il faut savoir qu'il y a également des allergies possibles au chrome. L'inflammation, donc Gauthier nous a montré des choses intéressantes au niveau de l'histopathologie. Bon, ceci dit, l'inflammation, très probablement, n'explique pas tout. En complément, ce que vous a présenté Gauthier, on a également réalisé des dosages cytokines dans le liquide péritonéal et on n'a pas été en mesure de montrer des choses intéressantes, à savoir que le niveau de concentration de cytokines dans ce liquide péritonéal est dans le même niveau entre les patientes symptomatiques et les patientes témoins. Alors, une idée sera quand même de regarder l'expression des ARN messagers, des voies de l'inflammation pour avoir un peu plus d'éléments et d'arguments. Stress oxydant, c'est également une hypothèse assez intéressante puisqu'on sait que les métaux sont susceptibles d'induire un stress oxydant. Là aussi, la technologie nanostring pourrait être intéressante, notamment elle nous permettra de voir s'il y a une surexpression des ARN messagers, des voies activées par le stress oxydant. Peut-être aussi en complément avec des dosages biochimiques du stress oxydant qui pourraient être envisagés, notamment dans le liquide péritonéal. Dissimilité, c'est quand même maintenant reconnu que les métaux peuvent induire des phénomènes de dissimilité, et probablement médiés par ce qu'on appelle les micro-RNA, qui sont des micro-RNA susceptibles donc de réguler l'expression de gènes. Et là aussi, la technologie nanostring nous paraît très intéressante dans ce contexte. Possiblement également le profil lymphocytaire pourrait nous apporter des éléments vrais. Voilà, donc pour conclure brièvement, donc tous ces résultats confirment et confortent le fait que ce dispositif ISSUR subit une corrosion in situ. D'accord, et cette corrosion est associée à un relargage de métaux dans les tissus environnants. La question qui reste maintenant en suspens, c'est effectivement quelle est la conséquence réelle de ce relargage et quels sont les mécanismes physiopathologiques qui expliquent les symptômes évoqués par les patients. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation, qui était très claire et très précise. Est-ce qu'il y a des questions? Non, bon, moi j'en ai. Donc je prends la parole, puisque je l'ai. Première question, parce que c'est une problématique qui est assez complexe à laquelle vous êtes confrontés. On s'y est confronté depuis de nombreuses années. Tout d'abord, est-ce que vous avez recherché au niveau, ou les collègues de pathologistes qui travaillent avec vous, au niveau des tissus prélevés, la présence de des métaux concernés, le nickel, le chrome et le bêta, et notamment les types cellulaires dans lesquels on pourrait les trouver? Est-ce que vous savez si ça a été envisagé comme approche?
Oui, il y a nos collègues donc, du MENAPAT qui ont utilisé une technologie qui ont permis de mettre en évidence des particules d'étain dans les tissus environnant les essures. Donc, on a effectivement un relargage de petites particules d'étain, ça s'est démontré maintenant. D'accord, et qui sont de fait après capturés, Tout à fait, dans les tissus. macrophages, Ouais, a ouais. priori, je pense. Ouais. Voilà, parce que ça pourrait être une explication. Voilà, Après, on peut trouver des. et une hypothèse de nos collègues serait de dire que cet étain qui a été relargué serait susceptible d'être modifié, métabolisé en organoétain dont on connaît la toxicité. Mais jusqu'à présent, il n'a pas été démontré qu'il y ait une capacité dans l'organisme d'une transformation de l'étain en organoétain. Mais ouais, peut-être qu'il faudrait compléter par une approche in vitro pour ça. Parce que ça pourrait être intéressant d'avoir ce type de complément. C'est vrai que notre technique par ICP-MAS ne nous permet pas de savoir sous quelle forme se présente le métal. Oui, c'est un métal soit particulier, soit élémentaire, soit ionique, soit même organique. On dose le métal dans sa globalité. Oui, parce que nous savons que la nature des particules joue beaucoup sur leur toxicité et leur biodistribution. Et ça, c'est ce qu'on a compris avec les problèmes de l'aluminium, hein, qui étaient liés, et notamment la question des cellules qui peuvent héberger, traiter ces particules. Donc, je pense que l'analyse des tissus environnants elle est vraiment déterminante. Et il faut y porter un soin particulier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous apportera beaucoup d'informations. Et puis, on pourra guider des recherches qui pourront être modélisées avec une modélisation in vitro ou in vivo éventuellement. Non, mais c'est vrai que la problématique est excessivement complexe. Parce que vous avez vu donc la composition de ces essures avec cette multitude de métaux. On a démontré qu'il y a effectivement du chrome, du nickel, de l'étain, probablement qu'il y en a d'autres. Mais après, lequel de ces métals est responsable de la symptomatologie? Est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce que c'est l'ensemble de tous ces métaux? Enfin, on n'en sait rien. Je pense qu'on n'en saura jamais rien. Oui, c'est une problématique complexe, Florence. Je voulais savoir, en fait, vous parlez des métaux pour les prochaines études, mais on n'a pas étudié encore ce qu'il en est du PET. Or, quand on regarde, en fait, l'impact du PET dans l'environnement et notamment également de l'interaction avec les micro-organismes du sol, on voit qu'il y a quand même un changement en fait de l'environnement avec un développement de surface spécifique, une dégradation du PET assez rapide en fait, aussi bien dans l'eau que dans les sols. Non, mais c'est certain que le PET n'est pas écarté dans les mécanismes physiopathologiques. On ne sait pas quel est son rôle. En définitive, une difficulté, c'est que l'on n'a pas de moyens de doser ce PET tout bêtement. Quand vous avez par exemple du nickel, il pourrait être associé à du PET pour faire des particules qui seraient un peu des mix PET nickel ou PET chrome, par exemple? Je ne pense pas, non. Enfin, sans certitude, bien entendu, mais je ne pense pas. J'ai réalisé une étude sur les microplastiques dans les sols et justement le rôle des microplastiques, c'est d'avoir un pouvoir de cheval de Troie justement vis-à-vis des métaux dans les sols, ce qui fait que sous forme nano, en fait, particulière, ça entraîne encore plus de transfert des métaux des sols vers les plantes au niveau racinaire. Oui, moi je pense que ça c'est une hypothèse qu'il faudrait peut-être approfondir parce que c'est quand même très difficilement dégradable les plastiques. En fait, je pense que comme ça se casse en petits morceaux facilement, on va les dégrader. En fait, c'est des petites particules. Je crois que c'est difficile à traiter
des systèmes macrophagiques. Donc, ça serait, là, je pense que, enfin, vous avez pas de piste, hein, vous avez 10 ans de travail devant vous, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore une, puis après, je crois qu'il faudra qu'on pense à clore la session. Ok, bon, bah, écoutez, je vous remercie à tous les orateurs sur cette session passionnante sur les échoues, qui montre une fois de plus que la problématique de la toxicologie des métaux particuliers, etc., est loin d'être finie chez l'homme. Voilà, merci. Normalement, on a la pause. Voilà. Merci.